On approche de la fin de la saison des résultats annuels et le CAC 40 qui bat encore des records en cette fin de semaine, au-dessus de 7930 touchés ce vendredi matin. On fait le bilan avec vous, Eric Lewin, bonjour. Bonjour, rédacteur en chef des publications Agora, de très belles publications, on va le voir. Vous allez nous dire lesquelles vous avez préférées, mais vous qui êtes très tatillon, il y en a aussi qui vous ont déplu. Parfois les investisseurs peuvent être sévères et il y a notamment eu celle de Dassault Systèmes. Là, l'IA n'a pas forcément porté nos champions. Oui, alors on va commencer par les flops. Dassault Systèmes fait -8 sur le mois. Pourquoi? Déjà, c'est un titre qui avait gagné 40% avant ses résultats. Donc, les investisseurs avaient anticipé de bonnes nouvelles. Ensuite, les résultats ont été un peu courts. Chiffre d'affaires en hausse de 5% à 6 milliards. Bénéfice net en hausse de 6% à 1,6 milliard. C'est plutôt très bon. Mais les investisseurs ont trouvé que les ventes de licences en recul de 7% étaient un petit peu inférieures aux attentes. Et surtout, la marge opérationnelle, qui est à 35,9%, qui pourrait faire pâlir n'importe qui, a été jugé en bas de fourchette. Donc j'ai envie de dire pour le premier dossier Dassault Systèmes, résultat un peu inférieur aux attentes, avec un titre aussi qui est quand même très cher parce que ça vaut 36 fois les bénéfices. Mais très honnêtement, je ne pense pas que la baisse de Dassault Systèmes, je le répète, 8% en un mois, aille très loin parce qu'on est quand même avec un dossier de très grande qualité. Mais ça s'expliquait aussi par la vente des licences. Alors justement, est-ce que c'était pas un mauvais passage à passer pour Dassault Systèmes et est-ce que cette année ça va aller mieux selon vous? Écoutez, oui, l'année 2024 devrait être meilleure pour Dassault Systèmes. Il faut comprendre que les facturations récurrentes montent en puissance. On était à 76% en 2022, on est maintenant à 80%. Donc pas tellement d'inquiétude, franchement, sur ce dossier. Ça fait partie des plus belles techs européennes. Bon, on passe à la banque BNP. Alors, j'imagine qu'en fait, vous allez comparer BNP à ses voisines européennes face à Unicredit ou à Commerzbank. Forcément, BNP a fait comparativement moins bien. Oui, BNP a fait moins bien. Alors, on a été déçus par trois choses. Un, le bénéfice net, plus 11,4%, 11 milliards, c'est un petit peu inférieur à ce qui était attendu. La rentabilité des fonds propres, on a 10,7%. Et surtout, le groupe a dit qu'il aurait une rentabilité des fonds propres de 12%, non pas en 2025, mais en 2026. Et puis, troisième chose, la croissance du bénéfice net. On attendait une croissance de 9% sur 2022-2025. On aura simplement 8%. Moi, j'ai envie de dire quand même que la valeur a perdu 8% en l'espace d'un mois. Et j'ai trouvé les investisseurs quand même extrêmement, oui, ma chère Aude, extrêmement sévères, dans la mesure où, par exemple, le coût du risque a baissé, on est à 0,32%, c'est-à-dire que le coût du risque, c'est 0,32% des encours de prêt, ce qui est assez faible. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le dividende a été augmenté plus 18% à 4,60 €. Ça fait un rendement de 8%. Vous rajoutez un actif net de 87 € versus un cours autour de 56 € et un PER de 6. Et vous dites que BNP Paribas devrait progresser après cette très légère déception, mais il faut bien en trouver quelque part. Et autre entreprise qui a déçu les investisseurs lors de sa publication, c'est Sanofi. Alors là, forcément, Sanofi qui n'a pas pris le chemin des géants comme Novo Nordisk ou Eli Lilly. Et les investisseurs l'ont quand même sanctionné. Oui, alors pourtant, Sanofi a un médicament vedette qui s'appelle le Dupixent, qui fait quasiment 25% de son chiffre d'affaires. C'est le vrai blockbuster. La grande problématique quand même sur Sanofi, c'est qu'en octobre, il y avait eu un effondrement du titre parce que le groupe avait émis un profit warning. Et là, la dernière publication, elle a été bonne, mais pas aussi bonne qu'on aurait pu penser, avec un chiffre d'affaires en progression de 5,3% à 43 milliards d'euros, avec un bénéfice net en hausse de 5,6% à 10 milliards d'euros. Les investisseurs ont vu que l'IPO de la santé grand public n'aura lieu qu'au 4e trimestre, donc c'était un petit peu déceptif. Le dividende en progression de 5,6% à 3,75 €. Là aussi, c'est un petit peu déceptif, mais j'ai quand même envie de vous dire que sur ce dossier, c'est un dossier qui n'est pas très cher dans la mesure où ça vaut 11 fois les bénéfices. Vous parliez évidemment de Eli Lilly ou de Novo Nordisk. C'est vrai qu'ils sont notamment positionnés sur l'obésité, domaine sur lequel n'est pas Sanofi. Donc Sanofi fait moins rêver ses investisseurs. Mais très honnêtement, moi j'ai le sentiment que Sanofi, au cours actuel, mériterait d'être mis en portefeuille quand même. La sanction est extrêmement sévère.
Bon, allez, on passe aux entreprises qui vous ont fait rêver avec ces publications. C'est la marge opérationnelle de Stellantis, je suis sûre, qui vous a fait rêver, Eric. Bah écoutez, oui, parce que quand on voit Stellantis, franchement, c'est une année exceptionnelle. Déjà, le chiffre d'affaires plus 6% à 189 milliards d'euros. Ce qui est exceptionnel, c'est que si on n'avait pas eu des effets de change un peu négatifs, on serait proche des 200 milliards. La rentabilité opérationnelle, elle a un peu baissé. On était à 13,4% sur 2022, on est à 12,8% sur 2023. Maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a une montée en puissance dans les pays émergents, notamment avec une rentabilité opérationnelle de 14,9%. Les USA sont à 15,4% de rentabilité opérationnelle, ce qui est énorme. Et seule l'Europe patine un petit peu à 9,8%. Mais j'ai envie de vous dire quand même que Stellantis, c'est quand même 4 points de plus de rentabilité opérationnelle que Tesla, avec un dossier qui n'est pas encore très cher, puisqu'on vaut entre 4 et 5 fois les bénéfices. Donc on peut aller sur Stellantis, d'autant plus que le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros. Donc mention très bien pour moi, pour Stellantis. Très beau dossier, pas encore très cher. En plus, le patron Carlos Tavares soigne ses salariés avec 4 100 euros de prime par salarié. Donc franchement, c'est le dossier gagnant pour tout le monde. Oui, il soigne salariés et actionnaires. Autre valeur, Schneider Electric, qui est d'ailleurs à son plus haut historique. En ce moment, là, c'est vraiment l'électrification qui porte le secteur, l'entreprise. Oui, écoutez, alors en fait, Schneider Electric, il y a deux domaines. La gestion de l'énergie, c'est 78,7% du chiffre d'affaires. Ça se porte très bien, plus 14,4%. Les automatismes industriels, 21,3%, ça se porte également très bien. Ce qu'on peut dire sur ce dossier, c'est que l'année 2023 a été exceptionnelle. Chiffre d'affaires 36 milliards d'euros, ça fait plus 12,7%. Ils ont réussi à améliorer la marge d'EBITDA qui était déjà très élevée à quasiment 18%. Le FCF, le free cash flow, ce qu'on regarde beaucoup dans ce genre d'entreprise, 4,6 milliards. Dividende augmenté de 11% à 3,50 €. Franchement, sur ce dossier, il n'y a strictement aucun défaut dans la mesure où, en plus, en 2024, croissance organique sera entendue entre 6 et 8%, et la marge d'EBITDA encore 40 à 50 points de base de plus qu'en 2023, où on avait déjà 17,9%. Très beau dossier, ça vaut 14 fois les bénéfices. Donc, à mon avis, quand même, plus haut historique comme Safran, c'est une société qui est à son cours pour moi. Et on ne peut pas terminer une sélection de valeurs du CAC sans parler de luxe. Vous avez choisi LVMH. Alors j'aurais pu choisir aussi Hermès qui est au-dessus des 2100 euros. Mais enfin LVMH, j'ai regardé, figurez-vous que depuis 2008, la capitalisation boursière du groupe a été multipliée par 20. Oui, par 20, on est à 430 milliards d'euros. Alors que peut-on dire? LVMH, c'est 75 marques dans le monde, c'est 15% du CAC 40. Les publications se suivent, se ressemblent, ils sont exceptionnels. Chiffre d'affaires en hausse de 13% en organique à 86 milliards. Ce qui est intéressant, c'est que la rentabilité opérationnelle est à 26,5%, ce qui est complètement démentiel, avec un résultat opérationnel courant qui progresse de 8% à 22,8 milliards d'euros. Le dividende encore plus 8,3%. Et ce que j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est où s'arrêtera le dossier, parce que on avait deux inquiétudes: vin et spiritueux, une division qui n'était pas au summum, et surtout la Chine. Et figurez-vous que ces deux points ont été évacués par la direction générale du groupe, qui a dit finalement ça se passe bien en Chine et ça se passe bien sur les vins et spiritueux. Le seul bémol sur LVMH, ça commence à être un peu chéro, 25 à 27 fois les bénéfices. Mais enfin, vous me direz, dans le monde du luxe, on a l'habitude de le commenter ensemble, haut sur BFM Business. Dans le monde du luxe, Hermès, c'est 45 fois les bénéfices. Ferrari fait 62 fois les bénéfices. Brunello Cucinelli, c'est 45 fois. Donc vous allez me dire, payer simplement 25 à 27 fois LVMH, qui est quand même le leader mondial du luxe, c'est pas très cher. J'ai quand même le sentiment qu'il y a peut-être une pause à faire sur LVMH pour le moment, parce que c'est vrai que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faudrait que la société respire, puisque sur un mois, non seulement LVMH a conforté sa place de première capitalisation française, mais a quand même gagné 25%, ce qui est la plus belle performance en un mois pour une valeur du CAC 40. Bon, c'était les tops et les flops d'Eric Lewin, donc à l'approche de la fin de la saison, des résultats sur le CAC 40. Merci beaucoup Eric Lewin et bon week-end à vous. Merci beaucoup ma chère Aude. Merci.